c'est très, très émouvant pour moi de vous présenter toute cette belle équipe qui a fait un travail remarquable et avec qui on va avoir le privilège de discuter. Vous aussi, peut-être, si le cœur vous en dit. On va parler ensemble. Je vais vous inviter à vous asseoir, les amis, si vous voulez. Et peut-être à vous présenter. Est-ce qu'on a les micros je semble être... Est-ce que Rachid, ton micro fonctionne? Ok. 1, 2. Test 1, test 2. Oui, c'est bon pour moi. Mehdi? Oui, ça marche aussi. OK. On va peut-être avoir besoin d'un quatrième. Ouais. Pour l'acteur, le réalisateur. Je vais peut-être vous demander à tour de rôle de vous présenter pour que cette salle qui me semble avoir été conquise par le film sache à qui ils ont affaire. Ok. Ouais, on présente. Ouais. Alors, à ma droite, ici présent, c'est notre ami, Jean Rachid, notre frère. Ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble. C'est lui qui est à l'origine de ce projet. C'est à lui que Charles a donné l'honneur de produire ce film-là. Il nous a proposé tout de suite un réalisateur. Charles a vu notre premier film qui s'appelle Patient et nous a validé, grâce à ce monsieur, pour la meilleure passe décisive du siècle. Faites un maximum de bruit pour Jean Rachid, s'il vous plaît. Ça fait toujours bizarre quand il lui a confié, parce qu'il y a une raison en fait. Je suis aussi le producteur, mais je suis aussi le gendre de Charles Aznavour. Voilà. Il n'y a pas eu de menace sur Charles, rien du tout. Voilà, rassurez-vous. Voilà. À côté de moi, c'est Arnaud Chotard qui a coproduit le film, qui a beaucoup œuvré aussi à ce que ce film se monte. Arnaud Chotard, s'il vous plaît. À ma droite, ici présent, vous avez dû le reconnaître, le chauffeur et assistant de Charles dans le film Monsieur Androuchka, Monsieur Christophe Favre, s'il vous plaît. Et je pense que vous l'avez tous reconnu, même s'il n'a pas tout à fait le même visage que dans le film. Sans lui, ce film ne serait pas ce film. S'il vous plaît, Monsieur Tahar Rahim. Et les deux réalisateurs de ce film, Mehdi Edir, Grand Corps Malade, Fabien Marceau. Les génies. Jean Rachid, j'ai envie de te poser la première question qui doit tarauder aussi les gens qui sont ici. On sait maintenant le lien familial qui t'unissait à Charles Aznavour. Il a su, non seulement a-t-il su, mais il a souhaité donc ce film-là sur sa propre vie. Quel est le premier souvenir de la première conversation que vous avez eue à ce sujet, Charles Aznavour et toi? Charles, il avait vu Patient, il a eu la chance de voir Patient, il m'a laissé faire, et quand je lui ai proposé, un jour on fera ton biopic, quand je dis on fera, c'est avec Fabien et Mehdi, il a tout de suite accepté, il avait aimé Patient, et après ça s'est fait comme ça, on avait eu des discussions avec lui, il voulait surtout pas faire les années succès, il voulait faire les premières années, de 0 à 50 ans avant le succès, parce qu'il disait que ça ne servait à rien de raconter le succès, les triomphes, les grosses tournées. Donc on a respecté son choix. On avait démarré ensemble, il nous donnait quelques idées, on était ensemble. Voilà, il avait parlé avec Fabien, il avait parlé avec Mehdi. Et ça s'est fait naturellement, et après il est parti. Et on a laissé le projet de côté, on a fait la vie scolaire derrière. Et puis on s'est dit pourquoi pas, avec l'accord de la famille, on s'est dit pourquoi pas retourner à faire ce biopic. Et ça s'est fait naturellement. Mais il était au courant, il voulait que ça se fasse. Vous avez certainement eu affaire, malgré la connaissance que vous aviez de M. Aznavour. Fabien, je sais que vous vous êtes connu il y a longtemps. C'était un peu ton parrain, Charles Aznavour, dans le métier. Vous avez certainement eu affaire d'innombrables recherches et je vais aussi poser évidemment la question à Tahar Rahim, parce que
J'ai beaucoup de questions pour Tahar aussi. Comment enfin, s'attaquer, c'est peut-être pas le mot approprié, mais comment on enlace une histoire comme celle-là, aussi riche, aussi vaste, aussi longue? Vous ne vous êtes pas rendu jusqu'à ces 94 ans, jusqu'au 1er octobre 18. Mais comment avez-vous procédé pour faire les choix que vous avez faits? Parce que forcément, vous avez dû en faire résumer une telle vie en 2 heures. Avec Mehdi, ça commence par, oui, en effet, énormément de recherches. Je crois qu'on a lu à peu près tout ce qui a été écrit sur Charles Aznavour, beaucoup de livres. Ces livres à lui, il a 2 autobiographies principales qui étaient un peu nos bibles. Le livre d'Aïda aussi. Aïda, elle a écrit un livre, donc la sœur, qui s'appelle Petit Frère, beaucoup sur leurs relations. Et puis voilà, beaucoup de documents, de documentaires, d'archives, les archives personnelles aussi, parce que grâce à la famille, on a eu accès à des manuscrits, à des lettres, et aussi à beaucoup, vous avez vu dans le film, on voit qu'il aime bien se filmer avec une petite caméra Super 8, toutes ces archives-là, tous les films qu'il a fait au cours de sa vie, on les a eus, on les a toutes vues. Donc bon, ça commence par ça, énormément de recherches. Ensuite, il faut commencer à trier, à mettre des priorités, voilà, quelle époque de sa vie il ne faut absolument pas passer à côté. On a respecté d'abord son choix de l'avant-succès. Comme dit Jean Rachid, lui, si ça tenait qu'à lui, il aurait arrêté à 1960. Je me voyais déjà, la bascule du succès, on s'arrête là. Nous, on sentait que ça allait être beaucoup trop frustrant, et pour nous, et pour vous, de la décennie magique des années 60 où il écrit tous ses tubes. Et puis justement, c'est aussi intéressant de voir, une fois qu'on a tellement galéré, qu'on a été tellement pauvre, comment on vit ce succès, comment on passe à l'étape supérieure. Et c'était important aussi de voir qu'une fois qu'il atteint son objectif, il n'a pas envie de s'arrêter là, il a envie de continuer. Donc oui, on a tout lu, et puis après, on a vu ce qui revenait très souvent dans ses interviews. Jusqu'à la fin, on sait qu'il parlait toujours de Pierre Roche, il parlait toujours d'Edith Piaf. Il parlait toujours de l'Alhambra 1960, je me voyais déjà, où là, la presse a enfin arrêté de l'insulter. Bon voilà, donc, et puis évidemment ses parents, évidemment sa sœur, évidemment la misère des premières années. Donc voilà, on avait quelques repères comme ça, on savait que ça, il fallait en parler, et autour de ça, on a commencé à construire notre film. C'est d'ailleurs assez paradoxal d'apprendre qu'il voulait que ça s'arrête au moment du succès, que le récit de sa vie s'arrête au moment du succès, alors que c'est ce à quoi il a aspiré toute sa vie. Et je me souviens de conversations qu'on a eues souvent, parce que j'ai eu le grand privilège de l'interviewer de multiples reprises sur une période d'une 20aine d'années. Et il n'avait jamais, jusqu'en 2017, oublié ceux qui n'avaient pas cru en lui. Et il y avait quelque part un désir vraiment de leur prouver, et de prouver à ceux qui n'avaient pas cru en lui, qu'il était arrivé à quelque chose. Et cette phrase qui est du papa, en fait, de Micha, vois d'où on est venu, vois où nous sommes rendus. C'est assez étonnant qu'il ait voulu s'arrêter là au premier succès, alors que tant d'autres si importants sont venus après. Mehdi, est-ce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est la pure vérité? Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, on n'a rien inventé. Alors de temps en temps, évidemment, pour la fluidité et pour pas faire un film de 7h30, on a dû des fois condenser les informations, voilà, mixer 2 anecdotes en une. Mais sinon, ouais, tout existe. On a dû même faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dû retirer des choses parce que, voilà, on pouvait pas faire un film de 4 heures. Donc c'était plutôt le travail inverse. On n'avait rien besoin d'inventer, en fait, tout était déjà là. Et on avait même trop de matière. Tahar, Raïm, d'abord, je veux vous dire, oui. Merci. Merci beaucoup. Tellement gentil. J'ai été impressionné tout à l'heure, là, il y a 10 minutes, de vous saluer, de vous regarder. Il y a quelque chose de très, très troublant parce que ce travail que vous faites, vous me le direz, mais ça va au-delà de l'interprétation. On a l'impression d'une incarnation, littéralement. Est-ce que vous avez déjà croisé Charles Aznavour? Vous avez eu cette occasion-là de le croiser déjà? J'ai eu ce privilège et cette chance, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était à la suite d'un de ses derniers concerts où j'étais justement avec Jean Rachid et j'étais venu le voir. C'est la première fois que je le voyais. Et à la fin du concert, Charles avait à cœur de rester et de reconnaître son public et d'être là pour les photos,
les autographes et tout. Il est resté assez longtemps et je l'ai salué, je lui ai témoigné mon respect. Et puis après, Jean-Rachid me dit, bah mais on va se poser avec lui plus tard et tout. Je dis non, je ne vais pas l'embêter. Il était déjà d'un âge avancé. Et je me souviens avoir vécu un moment musical très très fort. De voir cet homme sur scène, c'était quelque chose de très puissant. Quand bien même il était en âge avancé, il montait lentement, lentement, lentement. Et comme à son habitude, il était à la fin, il a fini en... Enfin, pas comme à son habitude, mais il a fini en feu d'artifice. Mais comme à son habitude, il ne prend pas le spectateur pour un imbécile. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit quelque chose qui ne se passait pas comme prévu, il prenait à partie le spectateur en disant bah, écoutez, ça arrive, j'ai oublié une petite phrase, vous verrez à mon âge. Et ça a créé quelque chose de très interactif et de quasi familial. Ce qui fait que ce qu'on ressentait dans un concert de Charles, c'est qu'on se déplaçait pour aller chez lui, et à la finale, on avait le sentiment que c'était lui qui était venu chez nous chanter. C'est très beau. Il était d'une grande franchise, et bien qu'une immense star, et on le voit par les allusions que vous faites d'ailleurs, une espèce de parallèle avec les stars, peut-être les stars du rap, les stars de la musique d'aujourd'hui, avec les Rolls, les bijoux, les fourrures, etc. Il avait une grande simplicité aussi. Il savait mettre une petite armure quand il fallait, quand on abusait de trop. Mais enfin, il demeurait très accessible. J'ai un souvenir de le voir entrer à Radio-Canada, par exemple, pour une entrevue, avec une doudoune de ski, tout seul, pas du tout avec une équipe ou des attachés de presse ou des producteurs, ou rien du tout, passer la guérite et descendre en studio comme s'il était chez lui. Je veux qu'on revienne sur ce travail. Je faisais une aparté comme ça parce que ça me venait cette proximité puis cette générosité. Comment avez-vous abordé le personnage, cette incarnation? Parce que on vous entend chanter, pas toujours, mais parfois. Quand on voit Aznavour chanter, c'est Tahar qu'on entend. Et quand il s'agit d'archives ou que vous n'êtes pas à l'écran, c'est Aznavour qu'on entend. C'est très judicieux d'ailleurs, ça. Parce que c'est une question qu'on doit se poser quand on aborde un biopic. On fait ça comment? Est-ce qu'on on en a vu d'autres, des comme ça? Et vous avez bien résolu la question, l'énigme, je crois. Alors, Tahar, comment avez-vous travaillé votre Charles Aznavour? Beaucoup travaillé. Ça a démarré par... Bon, pour la faire courte, on se connaît tous très bien ici. Je savais que le projet était en cours, mais on échangeait ensemble, comme des amis qui évoluent dans le même métier, où on s'échangeait des idées sur qui pourrait l'interpréter. Est-ce qu'il faut aller vers un inconnu ou quelqu'un d'identifiable, aller dans les conservatoires, etc., pour trouver quelqu'un qui interpréterait Charles. Il est tellement singulier, il a un tel physique qui lui appartient, il a une telle voix, il est unique, cet homme-là. Donc, fallait le trouver, puis donc on échangeait. Et à aucun moment dans nos têtes, c'était prévu que ce soit moi. On ne s'est même pas posé la question une seconde. Et si je ne me trompe pas, je crois que le directeur de casting, David Bertrand, un jour entre dans leur bureau en leur disant bon, on a avancé sur le casting, à présent je crois savoir qui va être Charles. Et eux disent non, nous on ne sait pas, donc dis-nous-le. Et puis ils parlent de moi. Et à partir de là, on m'appelle en me disant voilà. Non, c'est Jean-Rachid qui me dit ils vont t'appeler pour te proposer le rôle. Alors moi je tombe du 15e étage, je ne comprends pas du tout. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Donc je suis plutôt dans une espèce de recul, un peu presque de rejet, parce que c'est inimaginable pour moi. Et je regarde pas mal de choses le week-end, et le lundi, je les appelle en disant que je pourrais peut-être le faire. Parce que finalement, le challenge, il m'a pris. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de Charles, de raconter cette si belle histoire. Et puis c'est là que l'Everest, gravir l'Everest démarre. L'Everest. Ouais. De travail. Donc et on se prépare comment à cet Everest? Voilà, je vais la faire courte parce que sinon ça va être trop long à expliquer. Si vous non, mais on a quand même un petit moment. Là. Ok. Vous n'êtes pas pressé? Bon, tu vois, ils ne sont pas pressés. Alors techniquement, il y a le chant à travailler et le piano. C'était l'aspect technique. Il fallait que ce soit crédible totalement. Donc à raison de 6 à 8 heures par semaine de chant pendant 6 mois. Ensuite, après le tournage, quand on tournait le soir... Parce que vous n'aviez jamais chanté avant? En fait, je ne suis pas chanteur, déjà, c'est sûr. Mais en fait, j'ai réalisé finalement, au fil de cette promotion, que j'avais déjà eu 3 expériences musicales dans les films, et j'avais oublié, moi. Alors la première, c'était dans Réparer les vivants, où je devais faire un chant lyrique. C'est pas resté au montage parce que j'étais naze. Donc ça, c'était à la poubelle.
Ensuite, chez Damien Chazelle, dans une série que j'ai faite avec lui, je chantais un morceau de jazz avec un peu de trompette. Et après, chez Serge Boson, j'avais 3 morceaux que je devais chanter a cappella sur le plateau. Et tout. Donc en fait, il y a comme eu un petit apprentissage voilà, j'avais quand même pris des cours de chant et j'avais oublié. Mais de là à s'attaquer à un monstre pareil, c'est un tout autre level. Voilà, et donc... Au plus grand entertainer du monde, en fait, comme il a été... ouais. Bref, il y a eu tout ça, et moi je voulais chanter à la base pour des raisons de vérité, pour des raisons de respect pour le spectateur, pour des raisons de confort pour le spectateur que je suis aussi, où chanter à l'image, ça se voit, il y a une espèce de réaction en chaîne physiologique qui s'opère, et ça se voit, donc quand on le fait pas, ça se voit aussi, Oui. ou quand on le fait en playback, ça se voit aussi, mais aussi dans le rythme de Charles, ses gestes, sa façon de faire et tout, il fallait chanter juste au moins pour que ça vive. Et chemin faisant, mon coach me dit, je pense que tu peux le faire à la place du sosie vocal, parce qu'il y a un sosie vocal qui est engagé généralement dans les biopics pour que ça marche, sinon c'est bizarre d'entendre notre voix quand quelqu'un chante. Et puis je crois que Fabien et Mehdi avaient dans l'idée aussi de me tester, et puis quand on est allé les voir, avec Daniel, le coach, ils ont dit, testons, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Il y a le sosie vocal. Et ensuite, c'est bizarre, moi, de parler de ça. Je préfère passer la main. Il est très très fort en interview, sauf sur cette partie-là. Parce que, pour être tout à fait franc, au bout d'un moment, il y a l'humilité qui prend le dessus. Il ne peut pas tout vous raconter. Donc moi, à ce moment-là, je prends le micro. Raconte-nous alors, Fabien. Évidemment, avec Mehdi, on espérait qu'il puisse chanter à l'image et au son. Mais ce n'était pas gagné. D'où le sosie vocal, l'imitateur qui était prévu. Mais très vite, on a vu que, voilà, c'est un acharné, hein, donc très vite, on a vu qu'il progressait très bien. On allait en studio de temps en temps voir où il en était, des répétitions avec Bastien Bouillon. Déjà, il commençait à travailler un peu le feutre topé, etc. Et du coup, on voyait qu'il progressait vite. On s'est dit, ça peut marcher. Le premier jour où il y a vraiment une scène chantée, là, voilà, avec Mehdi, on était vraiment fou de joie. On s'est dit, ça marche. Dans les graves, il avait trouvé, dans la façon de parler, il avait trouvé l'élocution Aznavour, le petit timbre sur la voix, etc. Et dans le chant, ça y est, il avait trouvé aussi. Donc bon, c'était assez incroyable de se dire que pour une fois, dans un biopic, la voix parlée et la voix chantée allaient être qui sortaient du même organe. Et ça, c'est quand même un luxe incroyable sur le biopic d'un chanteur. Après, comme il vous disait, pendant tout le tournage, il a continué de prendre des cours de chant. Quand nous, on allait se reposer après une grosse journée de tournage, il allait retourner chanter. Du coup, à la fin des 3 mois de tournage, il avait encore atteint un niveau incroyable. Il avait progressé. Du coup, à la fin du tournage, on est allé le voir avec Mehdi. On lui a dit, on a eu une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que tu as atteint un niveau de chant incroyable. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, tout ce que tu as chanté sur les 2 premiers mois, on va retourner en studio pour le refaire. Parce que, alors que lui, il avait coché, ça y est, cette chanson-là, on a fini, cette chanson-là, c'est fini. Et il fallait tout refaire parce que vraiment, pour le coup, il avait atteint un coffre, une tessiture, il avait encore trouvé encore plus le fameux petit voile qu'on reprochait à Charles, qui en fait est son timbre, son vibrato. Donc voilà, on est retourné en studio et il s'est remis à la tâche, mais il a vraiment, vraiment dépassé tout ce qu'on espérait au niveau de l'interprétation et du chant. Merci Fabien. Voilà, il le fait beaucoup mieux que moi. Merci. Merci beaucoup. Au-delà des gestes, au-delà de la voix, de l'interprétation du chant, il y a l'interprétation des émotions. Il y a l'artiste et il y a l'homme. Ce qu'on retient de Charles Aznavour, Mehdi, Fabien, Jean Rachid, c'est cette espèce de dualité entre cette très grande sensibilité, cette nostalgie, à la fois cette pugnacité de toujours aller plus loin, de réussir quelque chose, mais de se demander, cette scène formidable où il demande au taxi de s'arrêter parce qu'il veut rentrer à pied. Il téléphone à Aïda, à sa sœur, et il dit « Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Je pense à papa, je pense à Pierre, je pense à Piaf, je pense à Patrick, son fils décédé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Alors qu'il a atteint un sommet, comme personne. Il y avait Charles Aznavour qui semblait heureux, l'artiste qui tout réussissait, qui récoltait tant de triomphe, tant de gloire et d'appréciation. Et puis il y avait l'homme qui se battait un peu contre
contre Charles Aznavour. C'est assez étonnant. Je ne sais pas pour vous, mesdames, messieurs, qui peut-être avaient découvert là cet aspect de Charles Aznavour, mais c'est quelque chose de très fort aussi à interpréter et à rendre. C'est ce regard indiscret presque. Hein. Fabien, je ne sais pas, toi qui l'as aussi très bien connu, tout comme Jean-Rachid, Mehdi, enfin... Je pense que celui qui l'a le mieux connu ici, c'est vraiment Tahar, là, parce que... Mais il y a quelque chose dans cette présentation, dans cet aspect du personnage qui est extrêmement touchant dans le film et dans l'interprétation que vous en avez fait. Merci. Juste oui, sur le travail de Tahar, il y a évidemment de multiples facettes chez Charles, et Tahar, il voulait absolument toutes les explorer. Et au-delà d'étudier évidemment les archives, les interviews, Charles sur scène, de refaire les mimiques, les gestuels qu'il a très vite eu. Je me rappelle la première fois, on était encore sur la 2e version du scénario, et il m'a dit, je crois que je tiens quelque chose. J'ai vraiment vu que chez Charles, tout partait des coudes. Oui. Et c'est vrai qu'il m'a fait juste un petit geste comme ça. Je dis, ah ouais, tiens. Et ça, moi, je l'avais pas repéré. Et c'est là où on voit voilà, l'œil, il est très observateur. Mais au-delà de ça, ouais, il y avait vraiment il cherchait toujours. Il nous disait. Avec Mehdi, il nous parlait de sa part d'ombre à Charles. J'aimerais comprendre sa part d'ombre. Il voulait aller très loin. Alors, il y a plusieurs méthodes, évidemment. Il est allé parler à sa femme, Oula, qui est toujours là. Il est allé parler à Seda, sa première fille, qui habite à Los Angeles. Il s'est déplacé là-bas pour aller lui parler. Voilà, qui a travaillé avec lui sur scène, d'ailleurs, Seda, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle n'a pas déjà accompagné sur scène? Non, c'est Katia. Ah, c'est Katia, Katia qui est là, la fille de Charles Aznavour. Katia est là. Katia Aznavour qui est avec nous, qu'on salue, qui est ici. Et juste, est-ce que tu peux dire sur ce qu'on a, nous, on s'est amusé à appeler la méthode Tahar. Ah oui. Tu peux dire. La méthode Tahar. Chercher sa pardon, c'était quelque chose de très important pour moi, parce que sinon ça en aurait fait un personnage super, mais pas assez intéressant à explorer, mais surtout pas assez humain. Il était évident que quelqu'un qui traverse une histoire pareille et qui arrive à des sommets comme ceux-ci et qui écrit des chansons comme ça, oui. il y a bien un truc quelque part. Et j'avais beaucoup de mal à le trouver. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai demandé à Fabien Mehdi s'il m'autorisait à laisser une psy lire le script, parce que j'avais fait ça quelques fois avant, où je travaillais avec une psy sur le personnage seulement. Explorer les questions du personnage en fonction de ce qu'on a, les réponses et les questions qu'on a sur un script. Sauf que là, ce n'était pas un personnage fictif. Du coup, ça a rendu l'échange beaucoup plus intéressant. Et j'en avais besoin pour trouver ces parties-là. Et comme le biopic répond à pas mal de codes, puisqu'aujourd'hui c'est un genre, il y a des codes, et souvent ce code-là apparaît de la drogue, la controverse, la prison, ces choses-là. Il n'y avait rien du tout de ça chez Charles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a bien quelque chose. Et en fait, en creusant, on finit par se rendre compte que il faut oublier les codes. Alors c'est où? Et finalement, on regardait au mauvais endroit. Et là où il fallait regarder, c'est qu'il y avait comme une malédiction finalement chez lui. Malédiction de ne jamais vraiment être heureux. Que ce qu'ils appellent, eux, son super pouvoir, qui est l'écriture, se transformerait comme une bouée de sauvetage en chemin, merveilleuse, mais qui finirait par être une bouée de survie. C'est pour ça que je choisis ce mot. Parce que sans ça, il le dit, je meurs. Cette phrase, finalement, elle dit quelque chose. Sinon, je meurs. Ça veut dire qu'il s'éteint. Et la malédiction là-dedans, c'est de ne pas pouvoir, comme moi j'ai voulu le vivre et l'interpréter, de ne pas pouvoir être totalement heureux en dehors de sa créativité et de la scène. Parce que toujours ailleurs, parce que pas vraiment dans le moment présent. Oui, aux obsèques de Patrick, il dit faut que je parte, faut que je. Sa façon de faire son deuil. Il faut que je le parte sous-texte, c'est ça, le sous-texte de cette scène avec sa sœur, c'est pas. J'ai envie d'aller me promener et prendre les meilleures salles. C'est de dire arrête-toi ici. Tu me connais suffisamment pour que je puisse faire mon deuil. Il faut que je parte aller rencontrer les gens. Je n'arriverai pas. Ouais. Prendre d'un événement absolument catastrophique et puis retourner. C'est l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie. Il a toujours récupéré les obstacles
ou dirons-nous, les attaques et les obstacles. Et il les a transformés en force constamment. C'est un modus operandi chez lui. C'est comme ça qu'il avance et qu'il vit. Les premières scènes du film, Mehdi, transcrivent ça aussi. C'est-à-dire que Micha, le père, dans le restaurant, qui fait venir des formations, des groupes, des musiciens, les 2 guitares sur les archives du génocide arménien. Alors ça, j'avoue que ça frappe fort, quoi. Déjà, on sent là l'instinct de survie, comme dit Tahar. Je ne sais même plus s'il faut dire de la résilience à ce moment-là, mais en tout cas, ce flash d'ouverture, c'est très, très fort. Les archives, vous avez trouvé ça où? Parce que ça ne me semble pas avoir été diffusé, présenté très, très souvent, là. Non, on a travaillé avec 2 archivistes différentes qui ont cherché à travers le monde toutes les images possibles de l'exode et du génocide arménien. Et elle allait chercher partout, vraiment. À un moment donné, elle a trouvé même des images dans une université à Stockholm. Voilà, on a vraiment des images inédites. On a montré beaucoup le film en France déjà. Donc à chaque fois, on a beaucoup de gens de la communauté arménienne qui viennent. Et à chaque fois, tout le monde nous a dit « Mais où vous avez trouvé ces images-là » Parce que ces images-là, précisément, on ne les a jamais vues. Et nous, ça nous permettait d'une façon de montrer voilà, ces gens-là qui sont en train de faire la fête à l'instant présent, d'où viennent ces gens, ce qu'ils ont traversé pour être là, à cet endroit-là. Et surtout, c'est évidemment un parallèle avec l'actualité. Voilà. On a pu faire plein de ponts entre le passé et le présent et montrer que ces images-là d'exode ou de massacre, on en voit encore actuellement aux informations chaque jour, voilà, pour montrer que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change et que finalement, peut-être qu'il faut aussi essayer d'accepter toutes ces familles qui ont fui des guerres, fui des massacres et qui vivent chez nous maintenant, parce que personne n'aurait pu prédire qu'un enfant de parents qui ont fui un génocide apatride qui s'installe en France comme ça, d'une famille pauvre qui ne parle pas français, comment ce petit garçon-là a pu devenir la plus grande légende de la chanson française et le plus grand ambassadeur de la francophonie à travers le monde. Ce qu'on entend au générique, bravo, oui. Ce qu'on entend au générique de fin, d'ailleurs, la voix du journal télévisé qui annonce le décès de Charles Aznavour et qui, en quelques mots, dit 180 millions d'albums dans le monde, le plus grand représentant de la culture française. Et ça s'achève là-dessus, quoi. C'est assez extraordinaire. Jean-Rachid, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'accompagner Charles Aznavour en Arménie, par exemple? Oui, je l'ai accompagné en Arménie. J'ai accompagné... j'y suis allé 2 fois. 2 fois. Et c'était impressionnant. Impressionnant, l'homme qui représente là-bas pour le peuple arménien. C'était fou, on n'arrivait pas à marcher. Et tant mieux, lui, il aimait, comme tu le connais, Monique, il aimait se balader dans les petits magasins, il aimait aller au marché et tout ça. Et les gens étaient fous. Il y a énormément de respect pour M. Aznavour là-bas. Il y a une grande maison, il y a un grand musée, une fondation. Il y a une fondation qui est gérée par Nicolas, le fils. Et oui, il y a des rues, il y a un musée. Il y a un musée Aznavour qui ouvre l'année prochaine. Un grand musée où je vous invite à le visiter s'il y a des Arméniens aussi ici. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'Arméniens au Québec. Si, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Il y en a quelques-uns, je crois. Et oui, il ouvre l'année prochaine. Et la chance qu'on a, là on est content d'être au Québec, mais je suis doublement content cette semaine parce qu'on part en Arménie avec l'équipe. Voilà. Ah, vous allez présenter le film on va présenter le film à Erevan. Ouais. Et il est très très attendu. Ah, c'est magnifique. Et on part samedi. Parlons de Montréal. Fabien, tu l'as dit quelque part en entrevue. On accueille Grand Corps Malade, Fabien Marceau, qui vit à Montréal pour 1 année, notre compatriote.
T'as ça aussi en commun avec Charles Aznavour, c'est-à-dire cet amour de Montréal, cette très bonne connaissance du Québec. Ça vous fait quoi d'être ici? Est-ce que, d'ailleurs, vous seriez mal placé de dire que ça vous fait rien, parce que franchement. Mais ça vous fait quoi, ce petit quelque chose d'être à Montréal? Ça a été si important pour lui, ça a été révélateur, Montréal, pour Monique, Aznavour. j'ai une question. Je ne sais pas si tu te souviens, pas une question à te poser. Je pense que j'étais avec Charles un jour et il était avec toi, vous discutiez. Et je ne sais pas si tu te souviens, il t'avait dit, je ne sais pas si j'ai bien fait d'avoir quitté le Québec. J'ai un grand frisson au moment où tu le dis, parce qu'on n'était pas en entrevue, c'était pas pour faire genre. Et complètement, ça me touche que tu t'en souviennes aussi. Et il avait dit, j'aurais peut-être dû... des fois, je regrette, je me dis que j'aurais peut-être dû rester à Montréal. Alors, inutile de vous dire que je suis tombé en bas de ma chaise. Puis là, j'ai dit, mais enfin, mais ah bon? Ma deuxième question a été... Parce que mon « ah bon » était aussi une question. La deuxième question, ça a été « et pourquoi ne pas l'avoir fait alors ?» Et tu te souviens de sa réponse? Il a dit « j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue si j'étais resté ici. » Puis il avait parfaitement raison. Mais il y avait là aussi cette dualité, cette nostalgie dans le regard et dans sa réponse, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup d'amis ici. Il était chez lui, il avait ses habitudes, il était libre, c'était simple quand il était là. Il aimait déjà dans une énorme tournée mondiale, il y avait Montréal, le Québec, 3 semaines toujours. Toujours, je voyais dans ses agendas, il voulait ces 3 semaines ici, parce qu'il adorait, c'était une nostalgie, hein, il était venu dans les années 50, il adorait le Québec. Et puis moi, la première fois que je suis venu à Montréal, c'est avec lui. Et vous lui avez bien rendu, en tout cas. Ouais. Et puis il a aidé des artistes ici. Et comment Linda Lemay. Oui, avait signé des- oui, voilà. absolument. Puis il me demandait encore à chaque fois qu'on se voyait jusqu'en 2017 des nouvelles de ses amis d'ici, de Denise Filiatro, de Dominique Michel. Je me souviens lui avoir emmené Monique Lérac, avec qui il avait fait ses débuts au Faisan Doré. Enfin, il avait ses habitudes, il avait ses amitiés. Vous le transcrivez bien, ses débuts. Et en effet, Pierre Roche, qui lui est resté ici toute sa vie et qui a fini, qui a toute sa vie été pianiste à l'Auberge des Gouverneurs à Sainte-Foy, à Québec, qui n'a pas eu la même carrière et qui n'y aspirait pas d'ailleurs. Hein. Ce Pierre Roche n'aspirait pas du tout, il n'avait pas les mêmes ambitions qu'Aznavour. Non, pas du tout, mais on voit comment tes origines peuvent un peu de temps en temps dicter tes ambitions. Voilà, il venait d'un autre type de famille, une famille plus bourgeoise, donc il n'avait pas cette urgence qu'avait Charles et cette ambition qu'avait Charles. Mais par contre, ils sont restés très amis tout le long. Et nous, on a eu accès aux archives comme on l'a dit tout à l'heure, Charles adorait filmer sa vie. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a certaines archives où c'est Charles qui revient au Canada pour passer du temps un peu avec Pierre Roche. Et on a des images où ils sont sur Saint-Denis, ils marchent tous les deux, ils essayent de trouver un restaurant. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on tenait, et la prod locale aussi, les distributeurs ici tenaient à ce que ça se fasse dans le quartier latin, voilà, à domicile. Ouais. Je vais poser une question à Christian, qui est bien silencieux. Il n'est pas là. Là, il est sur un autre projet, je ne sais pas quoi, mais il est sur autre chose. Christophe, pardon, j'ai appelé il s'appelle Christian, Christophe. désolé. On vient de se rencontrer il y a une demi-heure, 45 minutes. Christophe, pardon. Christophe, cette posture formidable que son chauffeur lui a inspiré, qu'il a repris, comme ils disent, toute sa vie. Il était très fier d'avoir osé en 66 chanter, comme ils disent, à la première personne. Et Aznavour, Tahar certainement, et puis Eddy, enfin toute la bande, vous l'avez certainement constaté, Aznavour a été un des premiers, peut-être un petit peu Trenet qui était son inspiration. Rappelez-moi de parler du piano bleu. Je chante, mais qui chantait à la première personne avant Charles Aznavour? Il n'y en avait pas beaucoup. Non seulement chanter à la première personne, mais
incarner en 66 un homosexuel dans Comme ils disent, et puis dire non, mais enfin, il ne faut pas prendre le public pour des idiots. C'est formidable. C'est un rôle important quand même que vous avez, bien que bref, mais important néanmoins dans l'histoire du personnage de Charles Aznavour. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que ce personnage montre combien ces deux êtres étaient complices dans l'humanité qu'ils avaient tous les deux. Donc, je pense que Charles, à ce moment-là, aide son ami. Ils sont tous les deux un peu rejetés de la société. Donc, ces deux hommes sont tellement complices aussi dans la vie, puisque conduire Charles, être à ses côtés, c'est respirer avec lui, c'est comprendre son humeur, son énergie, c'est vivre avec lui. Donc oui, effectivement, c'est même un cadeau qu'il lui donne à ce moment-là. C'est pour ça qu'Androuchka est très touché en même temps. C'est un cadeau pour lui, c'est un cadeau aussi pour toute cette communauté qui, à l'époque, était rejetée, était même punie, puisque c'était c'était même du pénal, même, je crois. Ouais, c'était un délit encore. Ouais, c'est un tout petit peu plus tard, c'est 72, comme ils disent, mais c'était encore un délit. Et d'où voilà, le double courage d'écrire là-dessus et de dire je. Ouais, Ouais. Chez nous, jusqu'en 69 aussi, hein, bien sûr. Ouais. Et c'est une chanson qui est encore reprise et qui est encore un hymne. Il y a dans l'écriture d'Aznavour, en venant, d'ailleurs avec ma conjointe, ma fiancée, il adorait ça quand je disais ça. Dans la voiture, en venant, on réécoutait Aznavour, parce que comment ne pas écouter Aznavour, toujours. Et cette écriture, qui n'était pas toujours la sienne d'ailleurs. Hein. Parfois il écrivait, composait, parfois il écrivait, parfois il faisait que composer. Il était très ouvert aussi à collaborer avec d'autres, ce qui est assez rare, Fabien, dans le métier encore aujourd'hui. Enfin, peut-être moins aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je pense époque, qu'aussi, ça, malgré ses ambitions et son envie d'être au sommet, ça témoigne aussi d'une grande humilité. C'est-à-dire qu'il savait que sur certains arrangements, sur certaines mélodies, il faisait confiance notamment à Georges Garvarens, son beau-frère, qui lui a écrit des musiques incroyables, mais même sur les paroles, alors que pourtant c'était son super pouvoir, voilà, il n'hésitait pas. La Bohème a été coécrit et même un peu plus écrit par Jacques Plante. Ouais. Donc voilà, il savait évidemment très bien s'entourer, il savait repérer les talents. C'est pour ça aussi que c'est un des premiers, on le voit dans le film, qui prend sous son aile Johnny Hallyday. Alors Johnny n'a pas écrit pour Aznavour, hein, je ne veux pas vous donner des fausses coupes aujourd'hui. Charles a écrit pour Johnny, mais en tout cas, voilà, il tendait la main beaucoup aux jeunes générations. Et comme on le voit dans le film, il dit si on n'écoute pas la jeunesse, on est mort. Et voilà, un moment où les yéyés étaient un peu décriés, c'était un peu toute une partie de la population française qui trouvait ça un peu ridicule. Lui, Charles, il a vu que ça pouvait être aussi, ça pouvait être l'avenir, et on n'a pas pu développer cette partie-là. Mais Johnny Hallyday a vécu pendant 2 ans chez lui. Il a vraiment pris sous son aile, il lui a appris le métier. Il lui a dit arrête avec tes histoires de tu viens des États-Unis. Au bout d'un moment, les gens vont savoir que c'est pas vrai. Donc, tout ça est vrai. Donc ouais, ça fait partie de ça, de cette capacité à avoir des talents autour et d'alimenter son œuvre. Parmi ses belles revanches sur le destin, il a racheté les éditions Raoul Breton. C'est-à-dire qu'on voit Monsieur Breton, son éditeur, et puis qui lui laisse un chèque à un certain moment, puis il dit c'est en nouveau ou en ancien franc. Non, c'est en nouveau, puis il s'en va comme ça tout doucement. Il a racheté les éditions Raoul Breton. Il est devenu, pour ainsi dire, l'éditeur de Charles Trenet, de qui il était le premier admirateur. Le piano bleu, j'ai rêvé ça, ou c'est le piano sur lequel Trenet a composé La Mer, ou c'est dans mes rêves les plus fous. Oui, le piano appartenait à Raoul Breton, ce fameux piano bleu. Et il était toujours chez Raoul Breton, et il est maintenant au musée de Charles Aznavour en Arménie. Ah, il est à Erevan, voilà. Il a voyagé. Magnifique. Et pour revenir à l'écriture, parce que Charles, il écrivait ses chansons seul aussi, il n'y a pas énormément de chansons. On lui a écrit ses chansons, mais il y a une personne ici qui lui a écrit une chanson qui est magnifique, c'est Grand Corps Malade. Ouais. Et il y a un duo, Grand Corps Malade et Monsieur Aznavour, et j'aime bien, Fabien, quand tu racontes l'histoire de
comment il te demandait de construire cette chanson? Ouais, il y a deux choses. C'est à toi là, d'être modeste et humble, non? Pardon. C'est à toi de te faire dire que tu es trop modeste. Non, mais j'ai parlé écriture avec Charles Aznavour et ça, rien que ça, tu peux cocher ça dans ta vie, quoi. Et lui, c'est marrant, je me rappelle qu'il me disait qu'un texte à l'écrit ou tapé à la machine ou même manuscrit, juste en voyant, même sans lire, tu peux comprendre déjà la structure de la chanson. Il disait qu'une chanson, c'était de la géométrie. Et déjà, juste en regardant le texte, tu vois les couplets, le refrain, la forme, est-ce qu'il y a beaucoup de mots, est-ce que le vers est long. Et déjà, c'était de la géométrie. Il pouvait déjà sentir une chanson juste en regardant l'ensemble du texte comme ça. Donc ça m'avait marqué. Et là, pour notre duo, je lui ai proposé un jour de faire un duo. Il a accepté. Et il m'avait dit, c'est vous, parce qu'il vous voyait. Voilà. Il vous voyait tout le monde. C'est vous qui écrirez le texte et vous me le donnerez et moi je le mettrai en musique. Donc c'est lui qui voulait composer sur mon texte. Et il m'a dit, pour être sûr que moi je puisse mettre ma partie en musique, vous n'avez qu'à écrire mes couplets en alexandrin. Voilà, tranquille. Donc je suis rentré chez moi en disant, je dois écrire un duo pour Charles Aznavour et moi, je dois écrire sa partie en alexandrin. Et voilà. Et donc j'ai mis un peu de temps sur mon balcon à Saint-Denis, je me rappelle, à trouver l'angle. Mais voilà. Et quand je lui ai proposé, il a peaufiné, il m'a fait changer deux petites fins de phrases, etc. Et après, on est allé l'enregistrer en studio. J'avais prévenu Mehdi. Mehdi, il était venu avec sa caméra. Il a filmé Charles en studio en train d'enregistrer cette chanson-là. C'est évidemment un grand souvenir. Je vais poser la question comme ça à tout le monde, incluant Arnaud qui est ici, qui était aussi silencieux que Christophe, mais croyez pas que ça va durer. Si vous aviez à résumer Aznavour en un mot, je vais peut-être commencer par Tard, qui l'a le plus fréquenté d'aussi près. C'est impossible de répondre. C'est difficile, hein? En un mot, c'est impossible, mais je dirais... Ça peut être deux, allez. Persévérance. Oui. Il rentrait de tournée, il faut le savoir, hein, 2 jours avant de nous quitter, il rentrait d'une tournée au Japon à 94 ans et il allait amorcer une tournée en Europe qui l'aurait peut-être certainement ramené ici. Je crois qu'il a un mot, Fabien. Je t'ai entendu dire j'ai un mot. J'étais en train de réfléchir, j'étais en galère comme Tard. Évidemment, il y a plein d'adjectifs, voilà, persévérance, travail, etc. Et du coup, je me suis dit, s'il devait y en avoir qu'un, ce serait monsieur. Wow. Fabien, qui vit ici et qui est en tournée chez vous cette année. Grande tournée. Oui. Et il a même écrit pour Céline Dion. Je suis son gérant, je le vends. Là, c'est le producteur qui parle, hein. C'est pas l'ami ni rien. Il dit il faut remplir cette tournée, on va faire de la pub pour la tournée. C'est en janvier à Montréal. Et juste, je voulais te dire une dernière chose, parce qu'après, on va sûrement y aller. Et moi, je vais dire on va peut-être demander aux gens s'il y a des micros qui peuvent circuler. Ça, je ne sais pas si je m'avance de trop, là, mais oui, il y en a un là. Ouais, okay. Juste une dernière chose, après, moi, je m'arrête de parler. Tout à l'heure, quand M. Tard Rahim a parlé de... On était souvent avec lui, il nous a donné à nous des noms pour des acteurs. Voyez l'humilité de cet acteur. Cet homme devient l'un des plus grands acteurs du monde. Vous avez la chance de l'avoir ici. Profitez-en. Il n'aime pas quand je fais ça. Mais cet homme, vous allez entendre parler de lui très très longtemps. Et là, on est en famille, voilà. Avant les questions, c'est important de le dire et de le rappeler. Je tiens à dire que tout ce que... réussir à relever ce challenge, j'espère, ou en tout cas d'y aller et de foncer aussi loin, que ce soit de manière longitudinale ou en latitude, en tout cas, j'aurais jamais pu oser penser, tenter de le faire si ces 3 personnes ne m'avaient pas proposé de le faire. Ce qui veut dire que quelque part, la confiance, elle se nourrit à un endroit, elle commence par là. Chez ces 3 personnes qui, eux, c'est pas des fous, ils ont fait 2 excellents films avant. Il s'agit de l'histoire de Charles. Venir me proposer ça, c'est qu'eux, quelque part, ils ont vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Donc je voudrais les remercier pour ça, d'abord, de m'avoir permis à moi d'y croire. Et j'aime à le dire, je l'ai dit 100 fois, ils en ont peut-être marre, mais c'était...
ma plus belle aventure cinématographique, la plus belle de tout mon chemin d'acteur. Voilà. Et puisqu'on est dans les remerciements, on a quand même évoqué son nom, mais je voudrais à nouveau remercier à travers elle toute la famille de Charles, Katia. Katia était... ouais. Katia, quand on lui a fait lire la première version du scénario, où évidemment on abordait aussi des passages plus sombres de la personnalité de son père, etc., on aurait pu avoir des freins, etc. Il n'y a eu aucun frein, on avait totale liberté. Katia était très souvent sur le plateau pendant le tournage, très discrète, juste de temps en temps, elle venait nous donner un petit conseil, nous dire tiens mon père, peut-être que là, juste là, il aurait réagi plus de cette manière-là. C'était très très précieux, donc merci pour tout Katia. Et puisqu'on est dans les remerciements, je vais en profiter. Non, je vais en profiter parce que, bon, voilà, c'est notre meilleure expérience artistique depuis qu'on a commencé. C'était une aventure formidable. Mais surtout, c'était une aventure formidable parce qu'on l'a vécu en famille. Voilà. Donc j'aimerais remercier mes frères ici présents, monsieur Arnaud Chotard, monsieur Fabien Marceau, monsieur Tahaïm, monsieur Jean-Rachid Kalouche et monsieur Christophe Favre pour l'amour et pour cette aventure. Le chemin, il est bien, mais le chemin, il est bien parce que tu ne le fais pas tout seul. Donc merci à tous. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci Montréal.